Bonjour et bienvenue à un autre épisode de Vivant Visible, le podcast accessible, le balado de la KEPS. Mon nom est Felicity Spence et je suis chargée de projet à la KEPS depuis bientôt 2 ans. L'objectif de ce balado est de parler de tout sujet en lien avec la communauté des personnes étudiantes en situation de handicap. C'est un espace pour faire un échange d'idées et d'informations, pour partager les expériences des PSH dans le but de mieux se connaître, mieux se comprendre et découvrir de nouvelles choses. Aujourd'hui, je parle avec Sergeline Isidore. Sergeline est étudiante de 2e cycle à l'UQAM et complète présentement une maîtrise en éducation avec une spécialisation en handicap et sourditude. Sergeline a fait un retour aux études après avoir travaillé pendant 12 ans en tant que technicienne en éducation spécialisée. Elle est aussi la directrice générale de Mon Bras Droit Éduc, MBDE, un organisme sans but lucratif qui cherche à faciliter la tâche des personnes étudiantes en situation de handicap de trouver des services qui leur permettent de poursuivre leurs études postsecondaires. Sergeline est membre du conseil d'administration de la KEPS depuis 4 ans et membre du conseil d'administration de la COFAN depuis 3 ans. Bonjour Sergeline! Bonjour Felicity! Comment ça va? Ça va bien, ça va super bien. Et toi? Oui, ça va super bien. Je suis vraiment contente de pouvoir parler avec toi aujourd'hui. Ben oui, t'es quelqu'un pour moi qui a tellement d'expérience dans le milieu de l'éducation, dans le milieu des personnes en situation de handicap. Ça me fait un immense plaisir. Merci de m'accueillir. Et j'en profite aussi pour saluer toute la communauté de la KEPS qui écoute ce balado. Ben oui, bonjour tout le monde. à tous et à toutes. Oui. T'es en pleine session, là. La session d'automne, les études ont repris, puis comment ça se passe? Donc, présentement, oui, je suis en session. Comme je termine ma maîtrise, je suis plutôt en rédaction. Ça donne des sessions où il n'y a pas nécessairement 15 semaines de cours, mais je dois gérer mon propre temps pour être en mesure de rédiger puis de ne pas me décourager. C'est pas facile. Ben oui. Mais j'y arrive. Je mets des choses en place pour pouvoir y arriver. Dans le sens où moi, j'ai choisi d'arrimer mon horaire parce que j'ai ma sœur aussi qui fait une maîtrise, puis j'ai une cousine qui fait une maîtrise. Ah, OK. Tout le monde à l'UQAM. Et elles ont des cours en présentiel. Donc, quand elles vont à l'école, je vais à l'école aussi. Puis, je travaille. Tu fais une spécialisation en... handicap et sourditude. Oui. Et puis, Oui. j'ai entendu dire, c'est un des seuls programmes qui existe comme ça au Canada. Ça se peut? Mais je sais pas si tu peux expliquer à je tout le monde. penserais pas. C'est sûr, j'ai pas fait de recherche, mais j'ai tellement entendu de différents types de diplômes dans d'autres universités, surtout anglophones, que ça m'étonnerait que ce soit le seul au Canada. Peut-être au Québec, là, mais au Canada, je pense pas. OK. Puis après ta maîtrise, avec cette spécialisation-là, est-ce que comme ton visage... Ben là, c'est ça, comme... tu as commencé ton propre OBNL. C'est quoi tes objectifs de carrière après avoir terminé Oui. tes études? Donc moi, j'aimerais beaucoup faire du coaching et éventuellement, si je retourne dans le monde de l'éducation, ce sera au niveau du ministère ou de gestionnaire. Ce que ma vision à moi, c'est vraiment de pouvoir mobiliser les personnes en situation de handicap à des mouvements de l'obéisme, de résilience pour qu'elles prennent leur place dans la vie active, dans la société et qu'on soit reconnu et perçu différemment. Et encore plus les personnes en situation de handicap issues de la diversité parce que c'est encore plus difficile et on comprend qu'on ne va pas nous donner notre place, on doit prendre notre place. Moi, dans ma conception, j'attends pas à l'issue de ma maîtrise qu'est-ce que je vais faire, je le vois pas comme ça. Je vois que les choses vont parallèlement, une chose débouche vers une autre chose et je vais voir où ce que ça va m'amener. Mais moi, ma passion, c'est la personne. J'ai fait un bac en sciences sociales, en sociologie, ce qui m'a permis d'étudier aussi beaucoup de dynamiques sociales. Et avec le parcours que j'ai en éducation spécialisée, j'ai vu énormément de choses. J'ai vu le traitement des personnes en situation de handicap dès leur enfance. Étant en situation de handicap moi-même, tu sais, j'ai vu du vécu
j'ai vu la transformation. J'en ai tellement vu qu'aujourd'hui, moi, ça me tente juste de redonner, d'accompagner, d'encourager, de fortifier, d'élever une génération de personnes à qui on a mis des étiquettes qu'elles ne méritent pas de porter. Et ces étiquettes sont parfois lourdes à porter. Donc, des fois, il faut être capable de s'enlever l'étiquette là puis de vivre tout simplement, puis c'est là-dedans que moi je voudrais contribuer. Donc est-ce qu'il y a un métier, est-ce que ça porte le nom d'un métier puis que ça travaille dans une boîte? Peut-être ça pas. s'appelle Premier ministre du Canada. Peut-être pas, mais tu sais, c'est la même affaire quand je cherchais qu'est-ce que je voulais être à la fin du secondaire là. Tu sais, quand on grandit en situation de handicap, particulièrement étant de la diversité, parce que je suis d'origine haïtienne, hein, j'ai la peau foncée, c'est difficile de s'identifier parce que on ne voit pas. Moi, dans mon parcours, je n'ai jamais croisé de personnes noires en situation de handicap qui occupaient un métier que je pouvais me dire, ah, OK, si elle a pu le faire, je vais pouvoir le faire. Tu sais? Donc, rendu en secondaire 5, on te demande de choisir un programme au cégep. Moi, j'étais dans un néant total. Et ça, c'est des choses que je voudrais combattre aussi pour qu'il y ait plus de personnes en situation de handicap dans les milieux, surtout le milieu de l'éducation. Je pense que en tant que personne en situation de handicap, on est mieux équipé pour encadrer des jeunes en situation de handicap. Mais oui. Parce qu'on sait, on est passé par là. Et on sait qu'est-ce qui les attend dans la société. Moi, je voulais aider, j'ai toujours voulu aider. Quand on me demandait, mais qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Moi, j'étais comme, je sais pas, mais je sais que ça va être dans une école. Ça va pas être prof, mais je sais que ça va être dans une école. Et dans mon temps... Peut-être l'école de la vie. Oui, hein? Dans mon temps, il n'y avait pas d'éducateurs spécialisés dans les milieux scolaires. Je sais pas ce qu'ils étaient. Moi, le premier... Mais je pense que c'est assez récent. Quand moi j'étais à l'école aussi, peut-être, je sais pas, ça existait pas comme poste, je pense. Exactement. La première éducatrice spécialisée que j'ai croisée, c'était à l'Institut Nazareth et Louis Braille, le centre, le CIUS qui desservait à l'époque les personnes en situation de handicap visuel. Puis quand je l'ai vu, j'ai aimé ce qu'elle faisait, puis j'ai dit c'est ça que je vais devenir. Et c'est ça que je suis devenue. Ben ouais, et je pense que c'est vraiment important. Et je pense que toute la société, tout le monde devrait avoir conscience et apprendre sur des personnes en situation de handicap. Et ce que tu dis de juste comme travailler, faire connaître des personnes en situation de handicap, être une professionnelle en situation de handicap, de montrer ces exemples, ben on devrait juste voir ça. Ça devrait pas être comme une exception, ça devrait être partout. Exactement. Et puis c'est juste le fait que tu vis ta vie, tu réussis ton objectif, entre autres. Exactement. Exactement. Donc, c'est ça. À l'époque, je savais que je voulais aider. Fait que ce que je voulais faire, pour moi, il n'y avait pas un nom, il n'y avait pas un cadre. Je savais que c'était un milieu scolaire. Fait que c'est encore ça aujourd'hui. Tu sais, je sais que je vais redonner, mais tu sais, est-ce que ça a un nom, est-ce que ça a un cadre? Probablement. Ouais. Mais... Non, mais c'est une idée intéressante que je pense, pour moi, ça me parle beaucoup. C'est difficile de se caser, mais chaque personne contribue à la vie. Peut-être avec, justement, avec la communauté des personnes en situation de handicap, qu'on peut montrer l'exemple de arrêter de mettre des personnes dans des cases. Dans des cases. Et, tu sais, on peut pas nécessairement définir précisément qu'est-ce que quelqu'un contribue, mais que c'est important. Ça peut être vaste. Je sais pas, j'ai comme du mal à mettre des mots dessus, justement parce que, juste pour dire que c'est pas, on peut valoriser des choses on n'est pas nécessairement capable de mettre un titre dessus. Exactement. Exactement. Ouais. Et là, tu viens de parler de plein de choses, mais donc, tu mentionnes l'école puis les TES, des techniciennes en éducation spécialisée, oui. Qui n'avaient pas ça avant. Toi, tu as travaillé pendant longtemps comme TES. Oui, pendant 12 ans. En tant que personne en situation de handicap, c'était pas évident d'être accepté dans le milieu, d'aider des élèves en situation de handicap, toi-même en étant en situation de handicap, qui est bizarre de penser, ça devrait être vraiment accueilli. Ah, t'as une super expérience, tu vas être la meilleure personne pour aider ces jeunes-là, mais c'était pas vu comme ça. C'est des stéréotypes, c'est des tabous, dommage, mais pourtant la logique, elle est là. Elle est juste là, c'est très clair.
c'était une joie pour moi de recevoir ces étudiants-là puis de me dire, si je suis arrivé, tu vas y arriver. On va trouver la façon. Moi, j'ai pas toutes les façons que j'ai utilisées pour arriver étaient pas typiques, mais c'est vrai que j'étais toujours confronté à la crainte des collègues, des directions, etc., etc. Souvent aussi, j'étais souvent ciblé. Puis il y a des choses que tu réalises là, c'est après que tu réalises que, oh, ça là, c'était de la microagression. Ça là, c'était là. C'est après là. Quand tu prends du recul. Pourtant, pour moi, c'est une équation tout à fait normale, tu sais. Mais non, pour le commun des mortels, c'était pas normal. Mais souvent, quand je recevais des enfants, je peux dire que durant ma carrière, un de mes plus gros atouts, c'est une de mes plus grosses techniques d'intervention, c'était mon propre handicap. Parce que quand l'étudiant arrive justement et il voit que ok, elle utilise elle aussi des appareils spécialisés, elle aussi elle a de la difficulté, mais elle est là, tout de suite l'enfant a une perception différente. C'est comme un peu aussi, tu sais, quand j'interviens auprès d'un enfant d'origine haïtienne, tout de suite quand il arrive puis il voit que je suis d'origine haïtienne aussi, on connecte tout de suite, tu comprends? Je peux aller trouver des sujets de conversation qui va connecter ou bien l'enfant va me raconter quelque chose, tout de suite je vais dire ah ben oui, hein, puis telle affaire, puis il va me dire oui, puis il va voir que je connecte avec lui. Même affaire pour l'enfant en situation de handicap. Et déjà là, on s'entend que la base d'une bonne intervention, c'est une relation significative avec l'intervenant. Si l'assise de la relation est basée sur la confiance, c'est déjà une bonne base pour une intervention qui va porter fruit. Autant que c'est la même chose pour moi en tant qu'étant d'origine haïtienne, c'est la même chose pour moi étant en situation de handicap. Quand je connecte avec quelqu'un en situation de handicap, on connecte tout de suite. Là, il y a des sujets que elle est pas obligée de décortiquer. Je dis oh non, t'as pas besoin de m'expliquer, hein. Je vis la même chose. Fait que, mais je comprends pas pourquoi l'environnement était pas capable de comprendre ça. Mais c'est ça, on dirait que, connu, parce que moi aussi, j'ai travaillé dans le milieu de l'éducation, la relation, ça passe avant tout. Si tu as une bonne relation avec les enfants, ben ils sont plus à l'écoute, plus aptes à apprendre. Tout est plus facile. Ben oui, ils sont plus ouverts à l'intervention aussi. Oui, exactement. Mais c'est ça, mais dans les écoles, c'est comme tout est à l'envers. Le système, comme on dirait, fait tout pour que la relation passe pas. Ça devrait être comme la priorité avant tout. En tout cas, c'est vraiment frustrant. Oui. Mais c'est là qu'on comprend les dynamiques sociales aussi. Les dynamiques sociales, parce que c'est là que tu te demandes, mais c'est quoi l'intention? Est-ce que vous croyez vraiment en ces jeunes-là? Parce que si vous croyez vraiment que ces jeunes-là pouvaient devenir quelque chose plus tard, vous metteriez tout en place pour les permettre. Or, on a plein d'études qui démontrent que de pouvoir se visualiser dans le futur, tu sais, c'est des choses qui permettent aux jeunes de pouvoir rêver. T'es dans une école spécialisée, t'as même pas de prof en situation de handicap. Fait qu'est-ce que vous mettez en place pour que ces jeunes-là puissent se visualiser dans le futur en tant que professionnels? Si vous mettez rien, ça veut dire que vous croyez pas. Vous ne croyez pas qu'ils sont capables de devenir des professionnels. Puis de ce que j'ai vu dans les écoles, niveau architectural, en tout cas, c'est pas accessible. Genre, un enfant qui est ou un enseignant qui est à mobilité réduite, il faut trouver une école spécialisée parce que ça existe juste pas. L'accessibilité physique dans les écoles. Oui, plusieurs écoles, en effet, ils ont leur escalier, les ascenseurs cachés dans un petit coin reculé pour monter la marchandise, des fois. Pas sécuritaire du tout. Mais c'est ça, au primaire, secondaire, il y a très peu d'écoles comme ça. Il y a comme 2-3 qui a un ascenseur. Ouais. Mais est-ce que avec les autres collègues avaient conscience de cette difficulté, ce problème-là? Non, non, mais que, tu sais, comme t'es en situation de handicap, t'es bien placé
pour aider des enfants en situation de handicap, est-ce qu'il y avait de la reconnaissance que, OK, wow, Sergeline, c'est la meilleure personne pour ces enfants-là? Tu sais, je répondrais non directement à ta question. Parce que ce commentaire-là, par exemple, je ne l'ai jamais entendu. J'ai entendu du monde qui m'ont dit, oh, mais moi, ça me dérange pas, là, depuis que tu fais ton travail, tu fais ton travail. Mais ce commentaire-là, cette perspective-là, jamais je ne l'ai croisé, non. Comme de reconnaître la valeur que ça peut apporter, l'expérience de la personne. Le savoir expérientiel, là, comme on appelle ça. Oui. Ça, c'est un nouveau terme, hein. À l'époque, ça n'existait pas, là. Fait qu'on on se fiait pas sur les savoirs expérientiels pour valoriser justement l'apport d'une personne dans sa propre communauté. Fait que là, mais aujourd'hui, on va dire, c'est vous les experts de votre condition. On disait pas ça à l'époque. Tu as décidé finalement, après 12 ans, de partir de ce milieu-là pour retourner aux études en sociologie, c'est ça? Oui. Ouais. Quand t'es allé à l'université, est-ce que tu recevais des services pour ta situation de handicap? Oui. Oui? OK. Oui, je recevais des services pour ma situation de handicap. Toutefois, je constatais encore beaucoup d'obstacles parce que, encore une fois, les personnes qui m'offraient ces services-là n'étaient pas toutes en situation de handicap. Donc, ce qui fait qu'il y a des réalités qu'elles ne connaissaient pas. Mon intervenant principal était en situation de handicap, là, mais ça veut pas dire que sa réalité est la mienne. L'époque à laquelle il avait étudié, son niveau de vision, la personne qu'il est, c'était pas la même affaire. Mais je pourrais te dire, par exemple, en te donnant un exemple, les personnes en situation de handicap ont un tiers-temps, qui veut dire du temps de plus pour faire son examen. Et moi, j'ai bâti mon horaire, tu sais, puis dès le début de la session, je dois booker pour mes examens. Donc, t'as une date limite pour dire, moi, j'aurai un examen à telle date, donc j'ai besoin d'une salle particulière, puis eux autres, ils font les arrangements. Et moi, j'avais 2 cours de suite. Et il y a personne qui m'a dit, Sergeline, t'as 2 cours de suite. Avec un certain, ça pourrait être trop long. Donc, tu voudrais pas bouger un cours ou voir avec ton professeur si c'est pas possible de bouger un examen. Fait que moi, j'avais un cours à l'UQAM, donc j'avais un cours de 2 à 5 et un cours de 6 à 9. Okay. Et le tiers-temps, il est après, il est pas avant. Fait que ça me donnait un examen de 2 à 6. Mon autre cours qui commence, un autre examen de 6 à 10. Ça veut dire que j'étais de 2h à 10h en examen. Et quand j'ai réalisé ça, la journée même, j'ai appelé mon intervenante puis j'ai dit, là, je vais être en examen de 2h à 10h. 8 heures d'examen d'affilée. Est-ce que vous pensez pas que ça va me mettre plus en situation d'échec qu'en situation de réussite? Parce que je peux pas être concentré 4 heures de fois de suite, là. Et si je me dis, je prends 1 heure de pause entre les deux, c'est fini, j'ai plus de tiers-temps. Et je peux pas commencer le deuxième plus tôt. Parce que je suis dans le premier. Et le premier, si j'ai pas averti le prof, quelqu'un aurait pas pu m'aviser de tout ça. Il était comme, oh non, y a rien qu'on peut faire, etc. Je suis comme, ok, maintenant y a rien qu'on peut faire, mais c'était pas possible de m'en aviser, de voir. Mais ça, c'est des réalités, moi, je les ai vécues. Donc, si moi, je suis intervenante, c'est sûr que quand je vais voir ça dans un horaire, je vais pouvoir tout de suite dire à l'étudiant, ça là, ça fonctionnera pas, je te le dis d'avance. Mais si la personne qui m'accompagne a jamais été, elle sait même pas c'est quoi un tiers-temps. Elle sait c'est quoi techniquement, mais elle a jamais vécu un tiers-temps. Elle a jamais vécu être enfermée 4 heures dans une salle, en train de faire un examen. C'est une salle où il n'y a même pas de fenêtre, même pas rien. Puis tu dois être, tu comprends ce que je veux dire? Puis, dans plusieurs cas, le tiers-temps, là, il aide pas parce que être 4 heures dans un examen. C'est ça. Puis on parle pas de ça. On entend beaucoup parler des accommodements au postsecondaire. OK. Oh oui, on va rajouter un tiers de temps. Mais qui est capable vraiment, on s'entend, les examens, ça peut être vraiment long. Exactement. De rajouter du temps par-dessus, comme... Exactement. Fait que, tu sais, dans un cours de 3 heures, le prof, à un moment donné, te donne une pause de 15-20 minutes. Mais là, on te demande d'être 4 heures assis devant une feuille d'examen, là. Et puis de travailler, puis de t'assurer que tu auras terminé à l'intérieur des 4 heures, puis on assume que c'est la meilleure façon que tu peux avoir la meilleure note dans ton examen. Et est-ce que c'est toujours la même chose comme à ta maîtrise? Toujours la même chose. C'est sûr qu'en maîtrise, on a moins d'examens. En tout cas, dans mon domaine, là, on a moins d'examens. J'ai toujours...
réfuter cette théorie du tiers-temps-là. Je connais beaucoup d'étudiants en situation de handicap qui ne le prennent même pas. Surtout pour un étudiant qui a un trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité. Là. Et tu le mets 4 heures devant une feuille, dans une salle fermée, tu fais quoi? Ouais. Logiquement, là, c'est quoi l'intervention là-dedans, là? Ouais. Fait que, c'est ça, c'est des réalités. Oui, tu me poses la question, est-ce que tu as eu des accommodements? Je vais te dire oui. Mais est-ce que les accommodements répondaient nécessairement à mon besoin? Pas toujours. On me dit, j'ai le droit à un lecteur, j'ai le droit à un preneur de notes, j'ai le droit à quelqu'un qui m'accompagne dans la réalisation de mes travaux. Bravo. Mais là, on me dit, il faut que tu les trouves, ces personnes-là. Je suis comme, OK. Et où est-ce que je vais pour trouver ces personnes-là? Ah, je sais pas. Demande dans ton environnement, demande dans ta classe, demande. Je sais pas qu'est-ce qu'on va faire à la KEPS pour changer cette situation-là, mais je trouve que pour moi, c'est inacceptable d'obliger l'étudiante en situation de handicap de chercher ses propres, comme preneur de notes. Exactement. C'est pour corriger des textes, mettons, si, pour X raison, t'as besoin de ça. Ça devrait le centre de service devrait avoir une banque de personnes qui travaillent et sont disponibles, et voilà. Et c'est le but de mon bras droit éduque, justement, c'est de fonder cette banque de personnes formées, parce que c'est beaucoup d'enjeux. Mine de rien, c'est beaucoup d'enjeux. On te dit, demande aux étudiants de ta classe. C'est pas vrai que tout le monde va dire oui d'emblée, là, parce que les étudiants, c'est des étudiants. Ouais. Souvent, ils sont eux-mêmes submergés. OK? Donc, en plus de ça, mais c'est toi qui dois lui expliquer tout le système. Lui dire, bon, tu vas être payé à la fin de la session, voici comment ça fonctionne, etc., etc. Déjà là, il est comme, souvent, les étudiants qui vont accepter, c'est parce qu'ils veulent, tu sais, la compensation financière qui vient avec, mais ils la veulent tout de suite. Leur loyer, c'est à chaque mois que ça doit être payé. Les factures, la passe, c'est à chaque mois. Mais quand tu lui dis, ben, t'es payé à la fin de la session, il est comme, ben, moi, j'ai besoin de l'argent maintenant. Fait que, tu sais, c'est pas vrai que tout le monde saute sur l'occasion. Moi, pour te dire, principalement dans mon parcours, c'est ma famille qui m'a accompagné. C'est mon frère, ma soeur, ma cousine, ma nièce, c'est eux autres qui m'ont accompagné. Parce que c'est pas évident, c'est pas tout le monde qui dit oui, puis on s'entend. Après 2 refus, tu vas pas vers une 3e personne. Non, c'est ça. Et je me suis posé la question, pourquoi quand ils présentent le plan de cours au début de chaque session, au début du cours, OK, on a besoin de 3 personnes pour faire les prises de notes, T'as même pas besoin de dire c'est pour tel étudiant, c'est juste comme envoie-moi, je sais pas, que c'est comme préparé d'avance. C'est parce que il faut une compensation. Oui, avec compensation. Avec une certaine compensation. Aux 2 semaines comme normal. Mais les profs sont pas plus sensibilisés que ça, là. Les profs, c'est des personnes, c'est les mêmes personnes de la société. Oui. Tu comprends que eux autres, ils ont fait leur effort. Pour eux autres, souvent, oui, c'est une charge supplémentaire. Non, mais c'est ça devrait être le centre de service qui organise ça, dans le fond. Ouais. Mais bref. Mais justement, je voulais en parler parce que t'as fondé Mon bras droit éduque. Je sais pas si tu peux parler un peu de comment t'as eu cette idée-là. Durant mon bac en sociaux, j'ai rencontré Julie Poisson, qui est une autre étudiante en situation de handicap visuel. Et on s'est croisés. On s'est croisés dans une salle d'informatique pour étudiants en situation de handicap visuel, où il y avait un ordi, puis on s'est retrouvés là, 2 étudiantes en situation de handicap, un ordi. Là, on était comme, OK, c'est fort, ça. Là, dans toute l'université, il y avait un seul local avec un ordi. Fait que là, on a dû se dire, est-ce qu'on se bat? Ou est-ce qu'on fait quelque chose? C'est ça. Fait que c'est comme ça qu'on s'est assis ensemble, puis qu'on a cogité sur différentes idées. Au début, c'était page Facebook, etc. Puis à la longue, j'ai pensé à faire cette plateforme-là, parce que l'idée de Mon bras droit éduque au début, c'était vraiment cette plateforme collaborative où ce que l'étudiant pourrait être référé et trouver les accompagnateurs. Parce que moi, c'était mon plus gros obstacle. Tu sais, à chaque début de session, qui va lire, qui va... Puis c'est lourd à porter. Ouais. Fait que c'était ça le but premier de Mon bras droit éduque, c'était de bâtir une plateforme qui ressemblerait à un site de rencontre où ce que on aurait recruté des personnes dans le grand public,
sensibilisés à cette situation-là. Et t'en as beaucoup quand même, tu sais, qui sont prêts à faire de la lecture, aider un étudiant à revoir son texte, etc. Et les étudiants pourraient aller là, puis regarder les profils et choisir quelqu'un, ou encore s'ouvrir un profil. Et ces personnes-là, s'ils veulent faire du bénévolat, ils vont là, puis regardant, ben lui, il étudie dans tel domaine, je connais bien tel domaine, je pourrais bien l'accompagner. Donc, un étudiant qui a un profil pourrait arriver en début de session et voir des personnes accompagnatrices qui l'ont déjà sollicité. Donc, alors là, tu sais, ça ferait que ça faciliterait la tâche, ça lui sauverait du temps, que j'ai déjà quelqu'un qui est ouverte à lire pour moi, ou même 2 personnes ouvertes à lire pour moi, fait que j'ai rien qu'à choisir entre 2 personnes, etc., au lieu d'être obligé d'aller faire du porte-à-porte. Et c'est de là que c'est parti, et ça a fait boule de neige, dans le sens où ce que j'ai compris, à force de frapper à différentes portes, que non seulement il n'y avait pas de ressources en place à l'extérieur des institutions, mais que aussi la dynamique des personnes étudiantes en situation de handicap n'était pas connue du tout. Les enjeux ne sont pas connus en dehors des murs. Non. Et ça m'a amené à faire des conférences, à participer à différentes activités, donner de la visibilité au PESH, etc. Et voilà, ça fait que de l'idée de la plateforme, après ça a été des conférences. Avec K, on a animé des groupes de discussion pour personnes étudiantes en situation de handicap. Et voilà. Et on réalise aussi qu'il n'y a pas de sensibilisation qui est faite au primaire et au secondaire encore. Non. Et ça aussi, c'est une avenue qu'on aimerait embrasser avec mon bras droit éduc. Oui, ben pour moi, c'est vraiment important. Puis avec la KEPS, tu sais, parce que nous, on travaille avec des étudiants au postsecondaire, et c'est peut-être le problème le plus souvent nommé de comment accéder au service, tu sais, le fameux problème de trouver quelqu'un pour prendre des notes. Exactement. Et là, ça fait combien d'années? Ça fait 1 an, 2 ans? Non, ça fait mon plus bras droit que ça. éduc? Oui. Ça fait 4 ans. Ah oui, Oui, c'est ça. Ça fait 4 ans. Mais il faut comprendre que je te dirais que la première année et demie, il ne s'est rien passé. Parce que moi, je viens d'un background où moi, je suis employée. Tu sais, j'étais éducatrice spécialisée. Donc, c'est une dame que j'ai rencontrée à l'INCA, l'Institut national canadien pour aveugles, qui m'a vraiment encouragée à mettre cette idée-là en place. Elle avait déjà une expérience en entrepreneuriat. Moi, j'en avais pas. Okay. Fait que pour moi, c'était nouveau, là. Tu sais, c'est comme cette même structure où ce que tu dois toi-même gérer ton temps, toi-même faire ta structure, toi-même. C'était nouveau. Ce qui fait que j'avais peur. Tu sais, j'avais peur. Elle avançait avec le projet. Puis moi, j'étais comme, je faisais littéralement de l'autosabotage, là. C'est moi qui reculais le projet parce que pour moi, c'était totalement dans quoi je me lance. Puis aussi, c'est quoi cette affaire-là? Puis aussi de comme débuter un projet comme ça, tu sais, tu veux pas commencer quelque chose et après décevoir tout le monde. Donc, il faut être vraiment impliqué. Exactement. Et tu vois, j'avais comme un peu cette idéologie-là, comme tu disais, mais après ta maîtrise, qu'est-ce que tu veux faire? Moi, j'avais aussi cette pensée-là. Après le bac. Après, tu sais. Fait que pour moi, ça a commencé à ma dernière année de bac. Fait que pour moi, j'étais comme, mais non, c'est pas le temps. Mais j'avais l'impression que c'était maintenant ou jamais, tu sais. Fait que c'est ça. Donc, tu sais, oui, on a été enregistré en 2020, mais ça veut pas dire que les activités ont commencé en 2020, là. Le temps que je me réveille, là, ça a commencé un peu plus tard. Mais tu mentionnes que en dehors de la communauté des personnes étudiantes en situation de handicap, il y a pas très peu de connaissances. Tu sais, depuis que je travaille à la KEPS, la fameuse question, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Tu sais, puis je commence à en parler. Souvent, la grosse majorité des personnes ont comme très peu de connaissances des personnes en situation de handicap et les enjeux. Et d'après moi, ça devrait être enseigné dès la maternelle. Quand j'ai enseigné au primaire, les enseignants qui parlaient de ces choses-là avaient quelque chose de personnel dans leur vie qui faisait en sorte qu'ils en parlaient. Mais sinon, Et aujourd'hui, là, c'est de plus en plus rare de croiser quelqu'un qui a pas quelqu'un en situation de handicap dans son environnement. Tout le monde connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui est en situation de handicap. Tu sais, mon neveu est autiste ou, tu sais, puis on s'entend, tu sais, maintenant qu'on a rentré
le trouble du déficit de l'attention, tu sais, après je sais pas combien d'années dans la grande famille que c'est reconnu. Mais regarde, une personne sur 3, une personne sur 4, là. C'est pour ça que moi, jusqu'à présent, je n'arrive pas à comprendre. Puis en sortant, l'handicap, c'est quelque chose qui existe depuis que le monde est monde. Oui. C'est pas une nouveauté du monde, tu sais, comment on appelle ça, du modernisme ou bien du postmodernisme. C'est pas une nouveauté, là. C'est depuis que le monde est monde. Donc, ça prend quoi, là? Moi, je suis toujours étonné. Pour le dire, j'ai grandi avec mon père était en situation de handicap. Oui, c'est ça. Qui fait que pour moi, là, c'est ça a toujours été la norme. Tu sais, de lire pour lui, de l'accompagner à quelque part. Et lui, il est quand même très autonome et indépendant comme personne. Donc, pour moi, ça fond dans le décor une personne en situation de handicap, là. Puis quand j'arrive dans la société puis que je vois que c'est tout à fait le contraire, je me dis, ok. Mon père était président aussi de conseil d'administration. Mon père a toujours travaillé. Il a enseigné le braille. Il a créé des partenariats entre justement l'INCA puis la Société haïtienne d'aide aux aveugles. Mon père était dans tous les comités à l'école, là, comité de parents, comité d'établissement, comité de tout, là. Fait que moi, je l'ai toujours vu actif socialement. Très actif socialement. Mon père a fait des mobilisations. C'est nous qui le savons parce que c'est nous qui étions derrière lui, même lorsqu'on était jeunes ados, etc. Que la société ne sait pas, mais mon père a apporté là, la société québécoise, là, à la société montréalaise beaucoup. Fait que pour moi, que ce soit aussi tabou quand j'arrive dans la société, je suis comme, ok, c'est spécial votre affaire, mais c'est ça, tu sais. Je me vois pas de limite. Je vois des gens qui sont non en situation de handicap, qui sont beaucoup plus limités que moi, tu sais, qui terminent pas leur secondaire. J'ai quand même travaillé dans 2 villes, Montréal et Toronto. Ouais. J'ai pu m'intégrer, j'ai pu faire ce que j'avais à faire jusqu'à ce que je revienne, j'ai voyagé. Tu sais, je me vois pas de limite. Je vois qu'on m'impose des limites. Ben c'est ça, puis... Mais je me vois pas de limite. Mais c'est intéressant, comme tu m'as déjà parlé de ton père, le fait que, c'est ça, ton père a la même situation de handicap que toi, donc t'as pu apprendre et t'as grandi dedans, donc c'est ça t'a fait une expérience que peut-être quelqu'un d'autre qui a pas eu un parent avec le même handicap, quelqu'un de proche, là, avec le même handicap, peut-être connais moins les services, connais moins ce qui est possible. Je pense au post-secondaire, là, mais surtout les services. En tout cas. C'est ça. J'avoue que mon père avait quand même frayé un certain chemin pour moi. Et c'est pas, comme tu dis, c'est pas toutes les personnes en situation de handicap qui ont ce privilège. Donc oui, il y en a beaucoup qui se lancent dans le système puis qui connaissent pas les ressources. C'est pour ça qu'aussi une des parties de la mission de Mon Bras Droit Éduque, c'est d'informer. C'est ça. Qui connaissent pas les ressources, qui savent pas à quoi ils ont droit. Et quand on parle des communautés ethniques, c'est pire parce que souvent, ces personnes-là viennent de pays où il n'y a pas de service. Ce qui fait que eux autres, ils arrivent ici, puis ils ont pas le réflexe d'aller chercher des services. Donc, il faut que l'information vienne à eux. Et c'est ça. C'est pour ça aussi qu'on se penche beaucoup. Je dis beaucoup que les dynamiques d'intersectionnalité à Mon Bras Droit Éduque, on les place au centre de nos interventions parce qu'on doit comprendre que une personne en situation de handicap, caucasienne, québécoise, va peut-être avoir un parcours différent que celle que la personne immigrante. C'est une réalité qu'il faut prendre en considération et je suis à 100% persuadée que plusieurs fois, quand moi je suis arrivée dans les milieux de travail, qu'on ne pensait pas que je connaissais les ressources et qu'on me percevait comme un boulet. Mais pourtant, moi, je savais avec quoi je devais arriver sur mon milieu de travail. Je savais de quoi j'avais besoin. Je savais où aller chercher ces affaires-là. Et je savais moi-même, prendre contact avec les NLB, avec l'INCA. J'ai besoin de ça, voici sur ce que je travaille. Il faut venir arranger mon poste. Voilà, on prend rendez-vous. Puis je faisais mes affaires toute seule, là. Mais eux autres, ils pensaient que, je sais pas, je veux pas juger non plus, là. C'est ça, beaucoup n'ont pas l'information et il faut que l'information arrive là où ce qu'elle doit arriver. Il faut une énorme campagne de publicité, mais
il faut que l'information se propage, que ça soit partagé beaucoup plus. Ça devrait être la priorité, dans mon opinion, là, des gouvernements. Parce que, comme tu as dit, tout le monde connaît quelqu'un en situation de handicap, que ça soit un handicap invisible ou visible. Et c'est vraiment important, ça nous touche à tous, ça nous concerne tous. Donc, pourquoi c'est toujours encore caché un peu, tu sais, on sait pas trop. Puis, on entend encore des histoires en 2024. Ben, c'est pour ça que mon bras droit éduque, c'est tellement important que voilà, des services, tu peux accéder à ces services-là parce que il y a des étudiants, ils arrivent mettons, cégep, ils savent pas qu'ils peuvent avoir des services. Exactement. Et même encore là, je sais que moi, j'ai parlé beaucoup à des étudiants de l'UQAM qui ne connaissaient pas les services. Mm-hmm. Donc, c'est moi qui leur ai parlé des services qu'il y avait à l'UQAM. Et encore là, dans certains cas, parce que tu as certains services où on va te donner un nombre d'heures. Et dépendamment du handicap, tu peux pas donner 5 heures d'accompagnement à tout le monde. Et certains savaient pas qu'ils pouvaient retourner puis demander plus d'heures. Ah, OK. Et je leur ai dit, et ils sont retournés, ils ont demandé plus d'heures et ils ont pu terminer leur session. Mais au départ, on les dit, ben, t'as tel nombre d'heures. Mais le nombre d'heures que tu me donnes, ça peut ne pas cadrer avec mon besoin. C'est des réalités quand même spéciales, mais l'information doit circuler. Je me demande, parce que récemment, on était à un congrès puis ça parlait de ça comme l'instabilité d'emploi du corps professoral dans les universités, les cégeps, donc les chargés de cours. Oui. Et je me disais, pour les étudiants en situation de handicap, ça doit être, parce que c'est sûr que ça devrait pas être les profs nécessairement qui gèrent les accommodements, les services. Pour certaines choses, la prof se retrouve à gérer. Mais si une personne, un chargé de cours est juste là pour une session, est-ce que la personne va vraiment s'impliquer à s'informer, à comment offrir le meilleur enseignement ou si ils ont un travail instable? Puis je me demande, pour ceux qui travaillent en plus pour les services, le centre de services d'aide à l'intégration. Ouais, l'intégration des universités. S'il y a beaucoup de déroulement, si c'est juste des contrats, puis il n'y a pas de poste, puis à chaque session, c'est des nouvelles personnes, est-ce qu'on offre après les meilleurs services aux étudiants en situation de handicap? Ça, c'est des bons dossiers pour la KIPS. C'est des enjeux très importants que tu viens de nommer là. C'est sûr que nous autres, moi, en tout cas, dans ma vision avec MBD, je me concentre sur l'étudiant. Mais c'est des enjeux très importants. Parce que en effet, oui, s'il y a déroulement, mais la personne qui part, elle part avec son expérience, elle part avec ses connaissances, puis là, c'est une autre qui doit être formée, etc., etc. Donc, c'est des enjeux très, très importants parce que des fois, les étudiants vont aller voir un intervenant parce que les intervenants sont attribués, hein. C'est pas le choix de l'étudiant. Il va voir un intervenant qui est nouveau, qui sait pas certaines choses, qui ne sait pas certaines choses et qui ne va pas lui donner toute l'information parce qu'elle ne la connaît pas encore. Et cet étudiant-là va être, en tout cas, victimisé ou limité à cause de nouvel employé. Fait que c'est très, on se bat de plus en plus, en tout cas, de ce que j'entends là, pour que certaines formations fassent partie du parcours. Donc, un chargé de cours, peu importe la durée de ton contrat, tu dois avoir une formation pour l'encadrement des étudiants en situation de handicap. On se bat pour ça. Je dis pas que c'est encore instauré, ok, mais au niveau des avancées en termes d'éducation inclusive, etc. là, c'est ce qu'on aimerait implanter parce que à l'UQAM, je fais partie du comité conseil permanent pour l'éducation inclusive, donc on se bat pour mettre une politique concernant l'éducation. On travaille pour élaborer. Là, faut que j'arrête de dire on se bat. On travaille pour élaborer une politique d'implantation de pratiques en éducation inclusive à l'UQAM. Et de plus en plus, c'est ce qu'on veut, que cette formation-là, elle fasse partie du parcours. Quand est-ce que ça va être une réalité? On l'attend encore, mais ce sont des enjeux importants que tu viens de nommer là. Mais j'avoue que quand j'étais à ce congrès puis on parlait de l'instabilité d'emploi des chargés de cours, j'étais comme aïe, ça va jamais se faire. Comme je sais pas, on dirait que les employés des universités, des cégeps, ça devient de plus en plus instable. Mais oui.
Et pourtant, hein, Ouais, c'est supposé être prestigieux d'être enseignant au collégial ou à l'université. Et pourtant, c'est pas que c'est pas le cas, mais quand on regarde à la réalité des chargés de cours, alors voilà. Ouais, non, ça c'est tout un sujet. Le spectre de l'handicap est vraiment large, mais tu as dit quelque chose la dernière fois qu'on s'est parlé qui, j'étais comme, ça peut rajouter à la définition. Tu as dit, c'est la société qui impose la situation de handicap sur les gens. Si tu n'es pas productif, tu es en situation de handicap. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Oui. La productivité, cette notion-là. On vit dans une société capitaliste. On se le cachera pas. Et c'est même pas au niveau de la productivité. C'est si tu n'es pas exploitable. Si tu n'es pas exploitable, on te met une situation, on te colle une étiquette. Et souvent, on va se fier à ce qu'on voit. Donc, tu sais, une personne qui peut pas marcher, une personne aveugle, une personne sourde, on la qualifie tout de suite comme étant non exploitable. Et à ce moment-là, on l'exclut. On l'exclut tout simplement. Et c'est comme ça que, en tout cas, j'observe que la société fonctionne beaucoup. Dès qu'on a l'impression que t'es pas exploitable, on va te mettre de côté. On va dire, mais non, elle peut pas, elle va être un poids, etc., etc. Tandis que la personne elle-même peut être très apte à vendre sa force de travail, apporter à une entreprise, à un organisme, etc., à une institution. Le peu que quelqu'un peut apporter à une institution, tu sais, c'est un apport. Mais on vit dans une société où les choses sont tellement, tu sais, un employé, c'est pas juste quelqu'un qui vient travailler. Il y a tout un entourage autour de ça qui fait qu'un employé coûte de l'argent, fait qu'il faut qu'il rapporte plus qu'il coûte, etc., etc. Fait que, qui fait que ça complexifie les choses. Mais pour moi, c'est la société qui met ces étiquettes-là. Parce que moi, je regarde, en tant qu'éducatrice spécialisée, je veux pas minimiser quoi que ce soit, là, mais il y a des jours où je rentrais chez moi puis je disais à ma mère, tu aurais pu la faire, ma job, là. C'est les enfants, ils pleurent, ils sont fâchés, ils sont pas contents. Tu sais, c'est sûr qu'il y a des situations plus spécifiques, plus complexes que d'autres. Mais pour beaucoup, des fois, des enfants, ils se sont chicanés. On appelle la TES. En réalité, n'importe qui peut gérer ça, là. Fait que, tu sais, et après, encore là, on va te regarder. Est-ce qu'elle l'a bien géré? Est-ce qu'elle a vu telle affaire? Est-ce que le crayon était tombé? T'as pas vu que le crayon était tombé? Mais c'est quoi le rapport du crayon dans l'intervention, là? Fait que, c'est ça. On vit dans une société qui, d'élite, on exclut. Dès qu'on sent que t'es pas exploitable, tu vas nous coûter plus cher que tu vas nous rapporter parce que on le perçoit comme ça, on va t'exclure. On va t'exclure. T'es dans le système, t'avances pas au même rythme que les autres enfants, on t'exclut. Pourtant, on est tous uniques, on avance tous à notre propre rythme. Non, mais c'est ce que je voulais dire par là. Ouais. C'est juste ce que je remarque, là, j'observe beaucoup la société de façon générale, que beaucoup de personnes ont peut-être conscience de ce côté de il faut être productif, sinon t'es exclu, mais c'est nocif à la société et aux personnes qu'on devrait faire autrement. Mais quand on arrive à c'est un moment pour prendre une décision ou pour agir, on veut juste faire comme on faisait avant. Au lieu de dire non, c'est pas bien comme on faisait avant, on devrait faire différemment, même si c'est peut-être pas plus populaire ou c'est pas entre guillemets productif. On veut changer les choses, mais quand c'est le moment de prendre cette décision-là, on dirait que on a peur, puis on revient à avant, puis on fait comme avant, et puis on continue à exclure des personnes. C'est la pression sociale. Hein? Oui, la pression sociale. C'est la pression sociale. Tu sais, il y a des hiérarchies et les hiérarchies ont établi les choses pour qu'ils demeurent en haut de la pyramide. Donc, quand quelqu'un, là, en bas de la pyramide, dit, mais on veut faire les choses différemment, mais t'as toute la pyramide en haut de toi, là. C'est pas évident. Mais c'est pas évident, ouais. C'est une des choses que je déplore beaucoup, par contre, je trouve, en tout cas, j'observe et je trouve qu'il y a encore trop peu de mobilisation de la part des personnes en situation de handicap. Parce qu'on a tendance c'est comme si qu'on croit que la société nous doit quelque chose et que la société va faire quelque chose pour nous. Puis à un moment donné, il faut qu'on se réveille et qu'on dise non, là. Si on se réveille pas, il y a personne qui va défendre notre cas. Et c'est là que je trouve que c'est encore trop difficile de mobiliser les personnes en situation de handicap. Trop difficile. On va souvent être ensemble et on va discuter de tout ce qu'on vit.
Mais lorsqu'on va se dire, OK, on part quelque chose, on fait quelque chose, tout le monde a disparu. Et je trouve ça, surtout dans le monde étudiant, les étudiants, surtout les étudiants au post-secondaire, sont reconnus pour ceux qui amènent les plus grands manifestations, les plus grands changements dans les sociétés. Et là, on essaie de les mobiliser et c'est difficile. On se dit, c'est nous qui allons changer ça. C'est notre génération, c'est les étudiants au post-secondaire qui doivent se mobiliser, commencer à faire des manifestations, commencer à réclamer, faire de l'obéisme pour changer la situation. Sinon, on va toujours rester à attendre. Et maintenant, il y a plusieurs types. Les handicaps invisibles sont reconnus. La population des personnes en situation de handicap a augmenté. Et là, les gouvernements réalisent que il y a beaucoup de personnes là. Il y a de l'argent à faire avec ce gros bassin de personnes-là. Fait que là, on commence à mettre des politiques en place. Mais puis là, les gens, ils vont aller chercher les subventions, etc. Mais en réalité, il n'y a rien qui change. Fait que c'est comme si qu'on est rendu aujourd'hui, on est exploitable de cette façon-là. Ou ce que moi je peux dire, il y a maintenant le ministère de et de la personne handicapée, ils vont mettre de l'argent à la disposition pour aller mettre des programmes, allons chercher cet argent-là, puis faisons des programmes. Est-ce que ces programmes-là rejoignent vraiment la personne? Est-ce qu'on sait? Est-ce qu'il y a vraiment une amélioration au niveau de la condition des personnes en situation de handicap? Tu vois, c'est comme ça qu'il y a une constante bataille qui est là. Fait que c'est vraiment aux personnes de se prendre en main, de faire de l'obéisme, etc. Mais c'est vrai que des fois, c'est lourd. C'est lourd, c'est pas, t'ouvres pas nécessairement la porte, était ouverte. On a encore beaucoup d'endroits qui ne sont pas accessibles pour les personnes en chaise roulante. Pourtant, tu dis, hey, les amis, on est rentré en 2024, là. Ça prend quoi, là? Tu fais un restaurant, pourquoi faut qu'il y ait une petite marche? Ça devrait être comme illégal. Exactement. Pourquoi il y a une petite marche de même pas un pied devant un restaurant? Il y avait pas de façon de faire quelque chose. Tu sais, fait que, t'as des toilettes pas nécessairement accessibles. Pourtant, un restaurant, selon moi, qui fait une publicité et qui dit, hey, on est accessible, mais tu viens de cibler toute une population. Parce que la personne en situation de handicap, en chaise roulante, en fauteuil roulant, qui veut aller au restaurant, il va dire, j'ai entendu parler de tel restaurant qui est accessible, on va aller là. Puis il va en parler à d'autres, tel restaurant est accessible. Fait que c'est toute une publicité la pour publicité. toi. Tu veux être riche, deviens accessible. Mais c'est un peu plus, c'est même pas perçu comme ça. J'ai été à Toronto dernièrement, puis j'étais, je pense, chez Costco. Puis, en l'espace de je sais pas combien de temps, j'ai vu au moins 5 personnes en situation de handicap visible. Après, j'avais été, je faisais l'épicerie avec mon ami, on a été chez, ça s'appelle No Frills, c'est l'équivalent de Maxi. Okay. Encore une fois, dès que je suis rentré, je voyais des personnes en situation de handicap, visibles, qui faisaient leur épicerie. J'étais comme, c'est quand la dernière fois que je suis rentré dans une épicerie à Montréal, puis que j'ai vu des personnes en situation de handicap? Genre une petite épicerie comme du quartier, mettons. J'allais, dans le temps que je travaillais là, que j'habitais là, je me rappelais, chaque matin, t'as ta routine, là, parce que tu prends toujours le même train à la même heure, etc. Il y avait au moins 3 personnes en chaise roulante dans le métro. Chaque matin, je les voyais. Elles faisaient partie de ma routine d'aller travailler. À Montréal, jamais. Fait que j'étais comme, waouh! Tu sais, la différence entre 2 villes dans le même pays, c'était flagrant, là. C'était flagrant. À l'INCA, à Toronto, qui est, un peu le bureau chef, ils ont fait un pont avec un ascenseur, s'il vous plaît, merci, pour que quand je débarque de l'autobus du côté opposé, je n'ai pas à traverser la rue. Je prends l'ascenseur, il me monte, je traverse en haut en toute sécurité, puis je redescends dans l'INCA. Ça, c'est en Ontario. En Ontario. Okay, Et quand j'arrive à l'arrêt de l'INCA, l'autobus me dit, telle rue, CNIB, descendre ici. Je suis comme, OK. Mais j'ai déjà entendu qu'il y a d'autres provinces qui font mieux l'accessibilité comparée au Québec, que Québec a d'être vraiment du travail à faire. Les hôpitaux, là, les arrêts d'autobus, l'autobus rentre dans le stationnement de l'hôpital pour mettre les personnes devant la porte de l'hôpital. Fait qu'il y a un arrêt qui est l'hôpital elle-même. Là. Il est rentré, là, il t'a pas mis au coin de la rue puis que tu traverses. Il est rentré, il te met là et après il repart.
J'étais comme, OK. Fait que tu veux pas te lancer dans la politique et c'est possible changer le monde. Là. Et encore une fois, une dernière chose, quand je suis arrivé à Toronto, les gens de l'INCA, ils m'ont dit, envoie-nous notre adresse, on t'ouvre ton dossier et tu vas pouvoir venir chercher ta carte d'autobus. Là, je suis comme, OK. J'ai envoyé mon adresse une fois que j'avais trouvé mon appartement et tout. Ça n'a pas pris 10 jours. Ils m'ont dit, OK, tu peux venir chercher ta carte d'INCA et ta carte d'autobus. Je dis, ma carte d'autobus. Oui, tu viens puis on va te donner ta carte d'identité de l'INCA et ta carte d'autobus. Comme vous me donnez une carte d'autobus? Ils m'ont dit oui. Ici, les personnes en situation de handicap visuel, on les donne la carte d'autobus. Attends, encore une fois, ça c'est en Ontario. Oui. Ah, OK. Là, wow, je suis allée. Dans ma tête, là, ça rentrait pas. Je suis allée, puis ils m'ont dit, OK, ça c'est ta carte de l'INCA, ça c'est ta carte d'autobus, tu dois toujours les garder ensemble. Là, ils m'ont mis ça dans une pochette. Ils ont dit, tu dois toujours les garder ensemble. Là, je suis comme, OK, qu'est-ce que je fais avec ça? Ils m'ont dit, ben, tu prends l'autobus. Je posais des questions stupides, là, mais c'était tellement que dans ma tête, ça rentrait pas. Là, je suis comme, OK, mais est-ce que je dois aller acheter ma carte? Non, t'as ta carte. Wow. Je comprends que vous êtes en train de me dire que vous me donnez une carte d'autobus? Oui, ils ont dit, ici, c'est nous qui payons l'autobus, le transport en commun pour les personnes en situation de handicap. J'étais comme, wow! OK, mais puis à chaque fois, je dois revenir, je me dis non, t'as ta carte pour toute l'année. Le 1er janvier, après, tu reviens, mais le 1er, quand il réouvre, là, puis on te donne une autre carte, et si tu la perds, tu nous appelles, puis on te la remplace. On peut bien apprendre des choses des autres. Hey! Ah, c'est comme... Hey. Moi, ça, c'est un bel exemple. Fait que tu t'imagines que moi, à ce moment-là, là, je suis toujours dehors. Je suis toujours en train de me promener. Je suis toujours... Tu sais, et ça, c'est ça l'accessibilité. C'est ça, amener la personne en situation de handicap à sortir, à se faire voir, à participer socialement et à aussi être productive. Parce que je fais la différence entre être exploitable et être productif. Tu sais, parce que ça, c'est avec tous les poids qu'il y a, tu viens de me retirer un poids très lourd. Parce que ma passe, là, à Toronto, c'était déjà dans les 100 et plus par mois. Tu me retires ce fardeau financier-là. Fait que moi, je peux me concentrer sur autre chose. Il y a du travail à faire au Québec, oui. Quand j'ai été en Italie, là, les rues, elles sont affichées sur un trépied. Pas un trépied, un genre de pancarte qui est sur le comptoir. Okay. Sur le comptoir. Sur le trottoir. Ouais. Et en haut. En France, à plusieurs endroits, ils sont à la hauteur des yeux, là. OK. Et en haut. OK. Fait que t'affiches la rue autant pour le piéton que pour le conducteur. Fait que moi, je circulais parfaitement. Tu comprends? Parce que je pouvais lire les noms de rue. Tu sais, à un endroit à Hamilton, c'est que sur le trottoir. Fait que t'es comme, OK, là, je comprends que je suis au coin de telle rue et telle rue. Ben ouais. Mais c'est, comme quelque chose que je pense que ça serait assez facile à faire, qui pourrait aider plein de gens. Et c'est là qu'on se pose la question, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Où est-ce que ça bloque? Ben, pour moi, c'est parce que le focus, c'est pas sur l'accessibilité, c'est sur autre chose complètement. C'est là qu'il faut se demander où est le focus? Ouais. Où est le focus? Parce que la vérité, c'est que c'est toute la société, en réalité. Tu sais, souvent, quand on pense accessibilité, on pense mobilité réduite, personnes en situation de handicap. Mais non! L'accessibilité, ça rejoint tout le monde. Ben oui. C'est tout le monde. Quand ta ville, elle est pas accessible, là, elle est pas accessible pour tout le monde. Oui. Fait que, mais on a tellement tendance, comme tu dis, à mettre les gens dans des boîtes qu'on va associer accessibilité à personnes en situation de handicap. Mais ça n'a aucun rapport. C'est pour tout le monde. Tu sais, maintenant, dans plusieurs centres d'achat, là, ils vont mettre les toilettes familiales, là, pour les familles. C'est de l'accessibilité. Tu sais, parce que la personne qui a 4 enfants, là, qui rentre dans la toilette avec les petites cabines, là, elle doit toutes rentrer avec ses 4 enfants dans la même cabine. Et puis, tu sais, dans la toilette familiale, elle peut allaiter, toute la famille rentre, là, on fait tous nos besoins, puis on ressort. Puis, tu sais, fait que c'est de l'accessibilité.
Mais c'est pour tout le monde. Les autobus à plancher bas, là, c'est pour tout le monde. On voit pas plus de personnes en chaise roulante parce qu'il y a les autobus à plancher bas maintenant, hein. Ouais. Les autobus qui parlent, qui sont arrivés avant-hier à Montréal, tandis que ça fait longtemps que c'est dans les autres provinces, là. Ben, j'ai remarqué quand j'étais à New York, mais genre, il y a longtemps, là, que ça parlait. Ça parle. C'est pour tout le monde. Tu sais, moi, ça m'avantage, mais c'est pour tout le monde. Fait que, tu sais, l'accessibilité, c'est pour tout le monde. C'est pas juste pour les personnes dites en situation de handicap. C'est pour ça que moi, j'ai tendance à me dire, la société est en situation de handicap, mais on stigmatise ceux qui sont moins exploitables, ceux qu'on pense être moins exploitables. Mais c'est où le blocage? Ouais. Le handicap, c'est une question de blocage, hein? Ça, c'est bien dit comme pour la campagne de publicité qu'on va faire, là. La société est en situation de handicap et puis on devrait agir en conséquence. Oui. Je sens qu'on pourrait parler toute la journée de ça. On va parler toute la journée de ça. Mais j'aime ça terminer chacune de mes entrevues avec la question comme à la fin d'une longue journée, t'es sur le CA de plusieurs associations, les études. Comment tu fais pour prendre soin de toi? Aïe, aïe, aïe. La grosse question. Parce que c'est important si tu vas te battre le lendemain. Tu sais, je dois te dire premièrement que ce n'est pas un réflexe de prendre soin de moi, mais j'apprends de plus en plus à m'arrêter, à partir, à déconnecter, à faire ce que j'aime pour déconnecter. Donc sortir, être avec du monde. Je suis pas du genre à regarder la télé et tout là, mais c'est ça, c'est de finir avec devant un thé, devant une boisson chaude. Mais moi c'est plutôt, tu sais, je vais ponctuer. Je te dirais pas à la fin d'une journée, voici ce que je fais. Moi, en comprenant la dureté de notre société, j'ai développé la capacité de juste casser la Kit Kat, comme je dis. Donc, je vais ponctuer, je vais briser une journée où je vais rentrer une activité. Tu sais, le 9 à 5, là, coller tout d'un coup, là, j'ai arrêté ça. Maintenant, s'il faut que je prenne l'après-midi off, je prends mon après-midi off. Tu sais, c'est une matinée off, je prends ma matinée off. Tu comprends? Fait que moi, je brise au milieu, là. J'attends pas d'avoir tout terminé, puis là, je respire. Non. Et c'est comme ça que j'arrive à créer ce ballon-là. Mais c'est pas évident. Quand j'étais dans le 9 à 5, là, c'était pas évident, là. Ben, c'est pour ça que j'aborde le sujet, parce que j'ai l'impression que chacun de nous, on a besoin de se faire rappeler constamment de prendre ces pauses-là, parce qu'on vit une société qui veut qu'on soit juste productif tout le temps, mais c'est vraiment important de juste... moi, je suis d'accord, là, de, prendre un après-midi congé ou peu importe, là, comme pour avoir moins de charge sur ça. Moi, je pense que c'est important pour les personnes qui ont des limitations fonctionnelles de chercher le plus que possible d'être travailleurs autonomes. Parce que pour avoir cette flexibilité-là, la société ne nous la donne pas, cette flexibilité-là, même s'il est prouvé que ça augmente la productivité. Tu sais, 2 heures de pause à midi au lieu de 30 minutes, mais oui, la personne, elle a peut-être fait 1 heure de plus, mais en réalité, en après-midi, elle devient encore plus productive que si tu lui as donné 30 minutes là pour à peine manger là. Tandis que l'heure d'après, elle est en train de digérer. Elle est pas aussi productive. Et là là. Et là là. Bon, je pense qu'on va finir là, mais merci beaucoup d'avoir pris le temps de jaser, de parler de tout ça aujourd'hui, de parler avec moi de tous ces sujets vraiment importants. Puis je te souhaite bonne chance dans ta session. Merci. Mais c'est avec grand plaisir. C'est avec grand plaisir. C'est des sujets que j'aime aborder. Merci beaucoup de m'avoir donné cette opportunité-là encore une fois. Et si tu me laisses, je vais juste réitérer que pour tout étudiant en situation de handicap qui nous écoute, ben oui, il y a la KEPS, la Société québécoise pour l'équité et l'inclusion postsecondaire, et il y a aussi mon bras droit Éduc. Ils peuvent me rejoindre à info@mbde.ca. J'ai juste donné une adresse pour ne pas submerger les gens. info@mbde. Mais quand on va poster l'épisode sur notre site web, on va mettre les informations de MBDE c'est bon. dans la description. Mais oui. C'est ça. Merci énormément. Merci. Mais ça fait plaisir, puis merci à toi.